Donc l'axe gonadotrope, donc c'est un schéma donc un petit peu simplifié, mais donc vous savez que il est contrôlé au niveau hypothalamique par les neurones GNRH, qui sont donc régulés eux-mêmes, stimulés par les neurones qui se peptinent. Donc ces neurones GNRH sécrètent la GNRH qui se transporte dans le système porte hypophysaire pour aller stimuler les cellules gonadotropes et agir pour permettre la sécrétion donc des gonadotrophines LH et FSH qui vont aller stimuler les gonades et interagir donc avec la maturation des gonades, le développement, la gamétogénèse, la stéroïdogénèse. Et les stéroïdes sexuels, donc progestérone, œstrogène, testostérone, exercent des rétrocontrôles, à la fois positifs et négatifs pour l'œstrogène et la progestérone, et négatifs pour la testostérone. Donc ce que l'on connaît, déjà, c'est qu'effectivement, il y a un dimorphisme sexuel au niveau de la physiologie de cet axe gonadotrope, avec donc, par exemple, à la naissance, le phénomène donc dit de mini-puberté, qui est différent entre la petite fille et les petits garçons, puisque celui-ci persiste au-delà de 6 mois chez la fille, alors que généralement, il est sur une période beaucoup plus courte chez le garçon. À l'adolescence, bien sûr, la puberté se manifeste de manière légèrement différente chez la fille par rapport au garçon. Elle est généralement un peu plus précoce chez la fille qu'elle ne l'est chez le garçon. Et d'autre part, bon, ça, évidemment, on a des sécrétions et des régulations en termes d'hormones stéroïdiennes qui sont différentes entre la fille et le garçon, avec des rétrocontrôles, donc, comme je vous le disais, positifs et négatifs chez la petite fille, à l'inverse, uniquement négatifs pour les petits garçons. Donc tout ceci, évidemment, illustre ce dimorphisme sexuel de l'axe gonadotrope. Donc nous, on s'était intéressé un petit peu à revoir ces données chez le fœtus humain, puisque les données, en tout cas en termes de dosage des gonadotrophines dans le sang fœtal, remontaient à des publications de 1976. Et donc on a redosé en fait dans des prélèvements de sang fœtaux, donc qui proviennent de prélèvements au cours du diagnostic prénatal pour doser par exemple la fonction rénale. Eh bien, on utilise ces prélèvements pour pouvoir doser ces gonadotrophines. Donc ici vous avez le graphe chez les fœtus de sexe féminin et chez les fœtus de sexe masculin. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on a un pic d'expression de la LH et de la FSH, donc qui est proche en fait des valeurs physiologiques d'une femme ménopausée, et ceci autour de 20 semaines de développement. Puis ensuite, on a une décroissance régulière pour tendre vers 0 en fin de grossesse. C'est un petit peu la même chose, on va dire, pour le garçon, avec des valeurs beaucoup plus faibles, bien sûr. En ce qui concerne l'ALH, où on voit qu'on a une sorte de... disons que les valeurs les plus hautes sont également vers 20 semaines de développement. Puis ensuite, ça tend également vers 0 en fin de grossesse. Pour les valeurs de la FSH, bien sûr, elles sont vraiment très basses et très faibles, voire pratiquement indétectables. Donc ensuite, on a essayé de voir si ces valeurs sériques de gonadotrophine étaient reliées donc à un contenu hypophysaire particulier. Est-ce qu'on pouvait voir des différences? Donc au début, on a fait ça par immunohistochimie, donc avec des anticorps anti-LH et anti-FSH. Chez la fille et le garçon, donc sur des hypophyses de fœtus filles et de fœtus garçons. Donc à ce stade-là, autour entre 20 et 23 semaines à peu près de développement, et on voit qu'on a des différences, alors même on l'a fait plus précocement, à partir de 15 semaines de développement, on voit qu'on a des différences qui sont statistiquement significatives en termes de nombre de cellules. Chez la fille, en ce qui concerne la LH, alors chez la fille, pour la FSH, les résultats ne ressortaient pas statistiquement significatifs. Et en fait, depuis cette publication, donc en 2012, on a réeffectué des dosages, mais cette fois-ci donc à partir de contenu hypophysaire, à partir d'extraits protéiques hypophysaires, où là on obtient réellement donc une significativité, donc avec des dosages de FSH et de LH chez la fille nettement plus augmentés par rapport aux garçons.
Donc dans cette publication, dans cette première publication, on avait aussi montré que ici on avait eu, donc dans le laboratoire, enfin dans le service où je travaille, on avait un fœtus, donc avec une aryenencéphalie, donc une agénésie des bulbes olfactifs, et on avait pu montrer que chez ce fœtus, en fait, on avait un déficit de migration des neurones GNRH de l'ordre de plus de 80%, et malgré cela, on avait des taux sériques de FSH et de LH qui étaient dans les normes comparées au fœtus témoin. D'accord ? Donc, ce qui sous-entendrait qu'à ce stade-là, en tout cas entre 20 et 23 semaines de développement, la sécrétion des gonadotrophines pourrait être indépendante du contrôle de l'hypothalamus. Donc, à partir de là, en fait, on s'est intéressé à l'hypophyse directement et on a donc par PCR quantitative, à partir d'extraits donc hypophysaires, hein, on a effectué donc des qPCR et on a bien montré qu'au niveau des gènes de la FSH-bêta, des gènes de la LH-bêta, de la sous-unité alpha et du récepteur de la GNRH, on avait bien une différence statistiquement significative en termes d'expression avec une augmentation de l'expression chez les fœtus filles par rapport aux fœtus garçons. Alors on voit que pour les autres gènes des autres axes endocriniens, on n'a pas de différence statistiquement significative, mais on a quand même une tendance qui montre quand même qu'on aurait une plus importante expression des gènes chez l'hypophyse de fille par rapport à l'hypophyse de garçon. Donc la question qu'on s'est posée après, c'est quels sont les facteurs moléculaires à l'origine de ces différences transcriptionnelles? Est-ce qu'on peut mettre en évidence des différences transcriptionnelles dans ces hypophyses de fœtus garçons et de fœtus filles? Donc pour ça, on a réalisé un micro-arrêt avec à partir donc de 9 échantillons hypophysaires. On avait 5 échantillons hypophysaires de garçons et 4 échantillons hypophysaires de filles. Donc ici, vous avez une représentation donc en heatmap avec en vert les gènes qui sont surexprimés chez la fille par rapport au garçon et réciproquement ici, les gènes en vert qui sont donc sous-exprimés chez la fille et surexprimés chez le garçon. Donc on a pu montrer comme ça qu'il y avait 117 gènes différentiellement exprimés dans ces analyses transcriptomiques. On avait 96 ARN codants. Bien sûr, parmi les gènes qu'on a pu mettre en évidence, on avait des gènes liés au chromosome Y et au chromosome X, comme par exemple chromosome Y, on avait SRY, d'accord, et chromosome X, on avait donc XIST et TXIST, donc des gènes qui sont impliqués, les facteurs qui sont impliqués dans l'inactivation de l'X. Donc on a pu aussi montrer qu'on avait 22 ARN non codants et dont 3 micro-ARN. Mais en fait, on s'est intéressé en particulier à 2 gènes qui sont le gène ZEP2 et le gène ESM1. Et donc, on a pu confirmer l'expression différentielle par qPCR dans les mêmes échantillons hypophysaires qui avaient été utilisés en micro-arrêt, à savoir que ZEP2 n'était pas surexprimé chez la fille, mais surexprimé dans l'hypophyse de garçon par rapport à celui de la fille. Et inversement, ESM1 était surexprimé dans les hypophyses de filles par rapport aux hypophyses de garçons. Alors on est allé un petit peu plus loin pour le gène ZEP2. Donc on a essayé de confirmer que ces variations transcriptomiques étaient présentes à l'échelle de la protéine. Alors voilà, à part sur des Western blot, alors je ne vous ai pas dit, mais le gène ZEP2 code pour une protéine qui s'appelle CYP1 pour SMAD, Interacting Protein 1. Et donc, sur des échantillons protéiques hypophysaires, ici on a 4 garçons et malheureusement on n'a eu que 2 filles. Voilà, on a eu des petits échecs dans l'obtention de nos protéines. Donc, on peut montrer, alors on n'a pas de différence statistiquement significative, mais on peut montrer quand même qu'on a une augmentation en termes de protéines de ZEP2, enfin de la protéine CYP1 chez les garçons par rapport aux filles. Ça, c'est pour la forme totale de la protéine CYP1 et on a une forme donc qui est dite sumoylée ou non sumoylée. Hein, la forme sumoylée étant inactive et la forme non sumoylée étant active. Donc on a une augmentation de l'expression donc de cette protéine dans cette forme non sumoylée, donc active,
hein, dans l'hypophyse de garçon par rapport à l'hypophyse de fille. Ensuite, on a essayé de regarder où était exprimée cette protéine SMAD1. Donc là, je suis désolé, ça passe pas très bien. Mais donc par immunohistochimie sur des coupes d'hypophyse fétale. Donc toujours, on s'est placé au terme où on avait donc identifié cette différence, c'est-à-dire entre 20 et 23 semaines de développement. Et donc, en rouge, ici, vous avez l'expression de la protéine CYP1, donc, qui est nucléaire ici. Voilà, on voit presque, c'est bien. Et puis en rouge, en vert, pardon, vous avez l'expression donc des gonadotrophines, FSH, et ici LH. Et donc on a pu montrer que, en tout cas en partie, que les cellules gonadotropes exprimaient donc cette protéine CYP1. Alors toutes ne l'expriment pas, puisque je pense ici on a une cellule par exemple qui n'est pas FSH positive et qui exprime CYP1, et inversement ici une cellule qui n'est pas LH positive, mais qui exprime quand même CYP1. Donc, pourquoi je vous parle de ces gènes spécifiquement? C'est ça. Donc, tout simplement parce qu'en fait, ces deux gènes ont été par la suite identifiés comme étant des facteurs très importants dans un mécanisme qui est le mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse. Et donc, pour ESM1, qui est endothélial cell specific molecule 1, donc ça a été très bien montré dans le cancer de la prostate, puisque voilà, la progression dans des cancers se fait justement par ce mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse, et les cellules donc, qui sont majoritairement mésenchymateuses vont pouvoir envahir les tissus. De même, ici, ZEP2, on le voit, qui est régulé par son microRNA, donc qui est MIR200. Quand vous inactivez en fait MIR, eh bien, enfin pas inactivé, non, c'est-à-dire que MIR2 donc induit la transition, mais cette fois-ci c'est pas épithélio-mésenchymateuse, mais plutôt mésenchymateuse vers un tissu épithélial en réprimant l'expression de ZEP2. Donc ZEP2 lui agit plutôt dans la transition épithélio-mésenchymateuse. Voilà. Or, on sait très bien que embryologiquement, au niveau de l'hypophyse, on a un mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse qui apparaît. Et ça a été très bien montré dans une revue qui est relativement récente, dans ce travail de Pérez-Millan, en 2016, où il montre, donc ça c'est chez la souris, hein, d'accord, que le facteur de transcription, donc PROP1, donc, qui est exprimé dans les cellules souches progénitrices donc hypophysaires, donc qui co-expriment également SOX2, donc subissent ce phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse, donc elles vont à ce moment-là ça va induire l'expression d'un autre facteur de transcription qui est PIT1 et qui est important pour la différenciation ultérieure des cellules, en particulier donc somatotropes, thyréotropes et lactotropes. A priori, il n'y a pas d'effet sur les cellules gonadotropes et corticotropes. Et dans leur modèle, donc lorsqu'ils invalident ce facteur de transcription PROP1, eh bien, en fait, les cellules souches hypophysaires restent à l'état épithélial, et donc ne subissent pas ce phénomène de transition épithélio-mésenchymateuse, et du coup, on a une diminution de l'expression de ce gène PIT1, ce qui aboutit à une diminution en fait des lignées, donc somatotropes, thyréotropes et lactotropes, et globalement en fait un hypopituitarisme, on va dire. Voilà, donc ces résultats en fait montrent clairement que l'hypophyse, en tout cas des fœtus, filles et garçons, ont des états de différenciation au moment où on les étudie, c'est-à-dire entre 20 semaines et 23 semaines, qui sont différents. D'accord ? Et ceci donc avec une hypophyse de fille qui serait peut-être dans un état plus épithélial par rapport aux hypophyses de garçons qui seraient plus mésenchymateux. Alors bien sûr, comment peut-on faire le lien entre cet état épithélio-mésenchymateux avec la sécrétion des gonadotrophines? Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on élucide et qu'on progresse dans notre travail. Donc ça, c'est la première partie de mon topo, et maintenant je vais m'intéresser
en fait, l'une des pathologies, on va dire, qui touche l'axe gonadotrope chez l'homme, c'est, je pense, donc vous le connaissez tous très bien, c'est donc le syndrome de Kallmann. Et l'un des gènes donc, dont le phénotype, en tout cas lorsqu'il est muté, est différent chez l'homme et la femme, c'est le gène CAL, donc, ou le gène de l'anosmine, qui code pour l'anosmine. En effet, puisque donc, ce gène est localisé sur le chromosome X, et dans la région pseudo-autosomale, ce qui fait que chez la femme, il y a une perte du mécanisme d'inactivation de l'X, et du coup, ça n'entraîne pas de phénotype chez la femme. À l'inverse, chez l'homme, on a un hypogonadisme hypogonadotrope qui se développe. D'accord ? La particularité de ce gène, c'est qu'il est exprimé, comme vous le voyez, chez les primates, chez le poulet, voilà, et les poissons, mais en fait, il n'est pas exprimé chez les rongeurs, d'accord, chez la souris, chez le rat ou chez le lapin. On n'a pas d'expression de l'anosmine, ce qui fait que finalement, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'études dans la littérature pour étudier le rôle vrai de ce gène dans la fonction de ce gène, globalement. Et nous, en fait, on a trouvé des arguments, on avait des arguments pour penser que ce gène était exprimé au niveau de l'hypophyse, puisqu'il y a un papier donc, qui est sorti en 2011 chez le marsupial, enfin le kangourou, où les auteurs donc, ont cloné en fait, le gène orthologue du gène CAL chez le kangourou, et ils ont étudié son expression comme ça dans différents tissus, et ils ont pu montrer en fait, qu'il y avait une très forte expression au niveau de l'hypophyse. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réanalysé en fait, notre microarray, et on a bien trouvé une expression du gène CAL dans l'hypophyse, entre l'hypophyse de filles et de garçons. Alors on n'avait pas de différence transcriptomique entre la fille et le garçon. Ici, donc c'est la moyenne issue des différentes valeurs ici. Donc on voit très nettement qu'on n'a pas de différence transcriptomique, en tout cas il n'y a pas de dimorphisme en termes d'expression. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même étudié l'expression du gène, mais au cours du développement, voilà, sur 17 échantillons hypophysaires, on avait 9 échantillons femelles et 8 échantillons mâles. Donc ici, vous avez juste la bande, comme quoi on a bien amplifié une bande spécifique, donc correspondant au gène CAL1. Donc on voit qu'on a un profil, en tout cas transcriptomique, au cours du développement qui est un peu différent entre les fœtus, enfin l'hypophyse de fœtus-fille, où on a des valeurs qui sont également relativement élevées autour de 20 semaines. Un tout petit peu, on va dire, plus basse chez le fœtus garçon, ou en tout cas ces valeurs, on les retrouve, mais elles sont décalées par rapport au développement, à savoir 5 semaines à peu près plus tardivement. On a aussi réalisé des expérimentations en hybridation in situ pour mettre en évidence l'expression de l'ARN messager dans des hypophyses fœtales. Alors juste, pour l'instant, les travaux que je vous montre ont été réalisés principalement sur des hypophyses de filles, d'accord, de fœtus-filles. Donc ici, vous avez le témoin négatif. Ici, vous avez le témoin positif, voilà, pour une sonde d'un gène ubiquitaire. Donc le marquage, c'est des petits points rouges. Donc je ne sais pas si vous voyez bien dans la salle. Mais ici, donc, le marquage avec une sonde spécifique donc, du gène ANOS1, où on voit donc l'expression dans différentes cellules de ce gène. Donc on confirme bien qu'on a une expression du gène CAL dans l'hypophyse fœtale humaine, ce qui n'avait jamais été démontré jusqu'à présent. Ensuite, on s'est intéressé donc à la protéine en elle-même. Donc on avait à disposition 2 anticorps, un anticorps polyclonal de lapin et un anticorps monoclonal de souris. Donc on a testé par immunohistochimie, voilà, donc la spécificité de ces 2 anticorps. Donc ici, vous avez sur la colonne A et C le marquage à faible grossissement et à plus fort grossissement avec l'anticorps polyclonal, et sur la colonne de droite, le même marquage avec l'anticorps monoclonal. Donc on voit clairement en tout cas qu'en termes de histologique, on a un plus joli marquage, beaucoup plus net avec l'anticorps monoclonal de souris. On avait dans le service où je travaille donc un fœtus qui avait été interrompu
pour syndrome de Kallmann qui était muté pour le gène CAL et qui avait un phénotype très sévère puisqu'il avait une agénésie rénale bilatérale. Donc c'est le seul fœtus que l'on a dans le service. Et on a pu étudier son hypophyse et en fait, en réalisant les mêmes immunomarquages sur l'hypophyse du fœtus CAL, eh ben, on met en évidence aucun marquage. Donc ce qui atteste quand même de la spécificité de chacun des anticorps et en particulier de l'anticorps monoclonal. Ensuite, on a réalisé un Western blot à partir d'extraits protéiques issus de protéines membranaires, puisqu'en fait la protéine anosmine est une protéine qui est sécrétée mais qui se fixe au niveau de la membrane par des interactions avec les éparanes sulfates et en fait on retrouve généralement cette protéine uniquement que dans les extraits membranaires et elle est absente, comme vous le voyez ici, sur des extraits cytosoliques. Donc on a réalisé le Western blot sur 2 hypophyses différentes et on obtient bien une bande spécifique à la taille attendue. Ça ici c'est la protéine native qui a été déposée, voilà, autour de 78 kD. Donc on a un outil pour étudier maintenant l'expression de la protéine anosmine dans l'hypophyse fœtale et c'est ce qu'on a fait. Donc on a voulu un petit peu caractériser l'expression et savoir quel type cellulaire exprimait la protéine anosmine. Donc là, comme vous le voyez, donc on a fait des doubles marquages avec des anticorps spécifiques de chaque lignée hormonale. Donc les cellules somatotropes n'expriment pas, ne colocalisent pas avec les cellules qui expriment l'anosmine. C'est la même chose pour les cellules LH, pour les cellules prolactines, lactotropes, pour les cellules thyréotropes, pour les cellules gonadotropes qui expriment la FSH. Et en fait, on a trouvé un marquage spécifique dans les cellules ACTH positives, dans les cellules corticotropes. Donc la protéine anosmine est exprimée spécifiquement dans les cellules corticotropes, un résultat auquel on ne s'attendait pas en démarrant ce projet. Et donc on a poussé un petit peu plus loin l'investigation et l'exploration de ces cellules. Et en fait, on a passé d'autres marqueurs, dont le marqueur SOX2, et il se trouve qu'on a un immunomarquage positif dans ces cellules anosmine, donc ces cellules ACTH, coexpriment le marqueur SOX2. Donc je vous rappelle juste que le marqueur SOX2 est un marqueur théoriquement de cellules souches ou de cellules progénitrices. Voilà, donc là vous avez la réciproque avec les cellules SOX2, donc on a inversé la couleur ici avec ACTH. Donc c'est vraiment c'est assez spécifique. Voilà, et donc je voudrais conclure ma présentation sur le fait donc, que le gène ANOS, c'est la première fois qu'il est démontré comme étant exprimé dans l'hypophyse fœtale, qu'on n'a pas a priori de différence transcriptionnelle, en tout cas ce que l'on a montré nous, en micro-arrêt entre les hypophyses de fœtus filles et les hypophyses de fœtus garçon, même si on voit qu'on a éventuellement un profil d'expression qui est un peu différent. Cette protéine anosmine, elle est spécifiquement exprimée dans les cellules corticotropes. Et enfin, ces cellules corticotropes expriment des marqueurs de cellules souches telles que SOX2. Alors, quid du rôle de l'anosmine dans les cellules corticotropes? Ça fera l'objet, donc c'est le travail qu'on est en train de mener. Et pour les perspectives, c'est donc évidemment de réaliser également ce travail dans des hypophyses de fœtus garçons, d'accord, et de comparer, est-ce qu'on a des différences ou pas qui pourraient mettre en évidence donc un dimorphisme sexuel. D'avancer également sur la caractérisation de ces cellules SOX2 positives, CAL positives et ACTH positives. Et là, on peut faire le parallèle et on peut retourner au mécanisme de transition épithélio-mésenchymateuse. Est-ce que ces cellules SOX2 positives, donc corticotropes, ont-elles encore des capacités de cellules souches hypophysaires et peuvent-elles retourner à un état de cellules souches et redonner les différents types cellulaires de l'hypophyse? Voilà, je vous remercie de votre attention et ici...